En entrant dans l'unité de soins intensifs pour voir sa femme mourante après une consultation médicale, le mari offrit à sa maîtresse un collier coûteux, mais il allait avoir une surprise. Myriam Dupont ouvrit lentement les yeux, ou du moins essaya. Sa gorge était desséchée, et elle ressentait une soif insupportable. Elle voulut bouger, mais son corps refusait de lui obéir. Ses bras et ses jambes semblaient remplis de plomb, la maintenant immobile. « Mon Dieu, où suis-je et pourquoi suis-je dans cet état » pensa-t-elle. Une panique froide et collante, comme un serpent, commença à se glisser dans son corps. Ses muscles protestèrent immédiatement, envoyant des signaux de douleur atroce à son cerveau. Myriam serra les dents, essayant de réprimer un gémissement. La pièce était lumineuse, avec des murs et un plafond blanc. L'air sentait fortement le désinfectant, mêlé à une légère odeur de médicaments. Dans un coin, un moniteur clignotait faiblement, montrant le rythme régulier d'un électrocardiogramme. Chaque éclat de lumière verte marquait un autre moment de son existence, en synchronisation avec son battement de cœur. La pièce était silencieuse, uniquement perturbée par le bourdonnement des équipements médicaux et le bruit du système de ventilation. À travers le brouillard de son esprit embrouillé, Myriam commença à distinguer des silhouettes près de son lit. L'une d'elles était un homme d'une quarantaine d'années, peut-être plus âgé. Son ventre arrondi, que même son costume ne parvenait pas à dissimuler, le col amidonné de sa chemise et l'odeur de son parfum, probablement d'une collection limitée française, trahissaient son statut. Une montre chère ornait son poignet, une montre qu'elle avait déjà vue. Bien sûr, elle l'avait personnellement achetée pour leur anniversaire de mariage. Extrêmement chère, en or pur. C'était bien son mari, Samuel. À ses côtés, comme une ombre, se tenait une femme qu'elle ne reconnaissait pas. Qui est-ce? Une infirmière? Non, elle semble bien plus jeune que Samuel. Quel âge a-t-elle? 30, 35 ans? Elle est belle, bien plus que moi. Presque pas de rides, contrairement à moi, pensa Myriam, toujours incertaine de ce qu'elle devait faire. Son cœur se serra de douleur. Aurait-elle vraiment manqué quelque chose d'important? Heureusement, les visiteurs n'avaient pas remarqué qu'elle se réveillait et discutait entre eux, inconscient de ses paupières tremblantes. Elle a toujours été si intelligente, si déterminée, mais malheureusement, l'âge a fait son œuvre, murmura Samuel doucement. Myriam serra les dents, luttant pour retenir un sanglot. L'âge? Elle n'avait que 48 ans, et Samuel seulement 2 ans de moins. Pourtant, il parlait d'elle comme si elle était une vieille femme. Pendant ce temps, la femme à côté de lui, pressant son corps contre le sien, murmura doucement, « C'est dommage, mais le mot-clé dans tes phrases, c'était toi. Tu sais, j'ai toujours pensé que tu méritais mieux et que tu méritais d'être heureux, mon chéri. » Myriam sentit le sang monter à son visage, ses joues brûlant de colère et de douleur. Elle pouvait clairement entendre Samuel susurrer des mots doux à cette jeune femme, planifiant sa nouvelle vie, sans se rendre compte que Myriam pouvait tout entendre et tout comprendre. « Tu as raison, Béatrice, répondit-il doucement en caressant son dos. J'ai mérité ça depuis longtemps. J'ai souffert pendant tant d'années, enduré tellement de choses, mais maintenant, tout est fini. Un nouveau départ. Je prends les choses en main et je vais de l'avant. Samuel, tu n'as pas besoin de t'inquiéter autant. Je suis toujours là pour te soutenir, répondit Béatrice doucement. À ce moment-là, Samuel sourit mystérieusement et sortit un petit coffret en velours de la poche de sa veste. Myriam le regarda avec désespoir ouvrir le coffret, révélant un collier étincelant. « C'est pour toi, ma chérie, pour avoir toujours été à mes côtés, dit-il en prenant Béatrice dans ses bras. Je ne l'ai jamais aimée, ce n'était qu'une habitude. » Myriam frissonna. Elle avait soudainement envie de crier, de se jeter sur eux, de leur dire combien elle l'avait aimé, combien elle s'était sacrifiée pour lui pendant 20 ans. Elle avait lutté pour leur famille, pour cet amour que Samuel rejetait et piétinait si facilement maintenant. « Oh, merci, c'est magnifique !» s'exclama Béatrice en admirant le collier avec émerveillement. « Il me rappellera toujours ton amour. »« Je veux que tu saches que tu es la seule que j'aime, » répondit Samuel, incapable de se contenir, en la serrant dans ses bras comme un adolescent surexcité lors d'un premier rendez-vous. Myriam ferma les yeux, essayant à peine de retenir ses larmes. C'était une bonne chose que son mari et sa maîtresse se soient déplacés vers le centre de la pièce et ne pouvaient plus voir son visage. Elle ne pouvait pas croire à quelle vitesse tout s'était écroulé. Sa vie de famille s'était effondrée en seulement quelques minutes. « On devrait y aller, » dit Samuel à contre-cœur en s'éloignant de Béatrice. « Je me sens un peu mal à l'aise, tu sais. Après tout, c'est moi qui ai insisté pendant la consultation pour qu'on débranche Myriam. Ils lui ont donné un jour de plus, et ensuite, ce sera fini. Je pense même qu'elle me remerciera. Pourquoi vivre comme un légume ? » « Tu as raison, je pense pareil, mais comment a réagi ton fils ?» demanda Béatrice aussi doucement que possible, mordillant sa lèvre de manière taquine. « Et William ? Il est à l'autre bout du pays, en train de finir l'université. Et puis, ce n'est pas notre fils biologique, il est adopté. Mais je l'ai toujours considéré comme mon propre fils, et Myriam aussi. Nous l'avons adopté dans un orphelinat après la fausse couche de Myriam, donc ce n'est pas vraiment un problème. William me soutient entièrement, surtout après avoir découvert ce qu'il héritera du testament. J'avais déjà dit à Myriam avant l'opération que cela ne marcherait pas. La maladie est incurable, mais elle était têtue.
Elle a résisté, refusant d'accepter la réalité. Et voilà où nous en sommes maintenant. Elle est allongée là, comme une momie. Béatrice hocha la tête en signe d'accord. Elle n'avait jamais été particulièrement intéressée par la dynamique familiale de son amant, et encore moins maintenant. Ce qui comptait le plus, c'était que le compte en banque soit toujours plein et que Samuel vienne la voir de temps en temps. Bientôt, les amants quittèrent la pièce et la porte se referma doucement derrière eux. Myriam expira de soulagement. Pendant un moment, elle crut qu'ils avaient pu entendre les battements frénétiques de son cœur. Une fois la chambre vide, Myriam fut enfin capable d'ouvrir les yeux et de regarder autour d'elle. D'accord, tout ira bien. Je vais m'en sortir. Mais son fils? Il ne valait pas mieux que son père. Sans comprendre pleinement la situation, il avait approuvé la décision de son père de la débrancher du respirateur artificiel. Mais qu'est-ce que je t'ai fait, William? Combien de voitures as-tu accidentées cette année? 3, 4, peut-être 5? Bien sûr, avec une carte de crédit illimitée dans ta poche, pourquoi ne pas t'amuser? Dieu lui-même l'approuverait. Et l'affaire criminelle, après avoir tabassé ce serveur? La vitre brisée? Tu n'as été transféré dans une autre ville que pour éviter mes sermons. Mais peut-être que c'est ma faute, je t'ai peut-être trop sermonné avec mes leçons de morale. Myriam commença à douter d'elle-même. À ce moment-là, Myriam réalisa que sa vie avait changé à jamais. Elle n'était plus la femme qu'elle avait été. Elle se sentait écrasée, humiliée et trahie. Mais en même temps, une nouvelle force naissait en elle, pleine de détermination à survivre, à persévérer et à punir ceux qui l'avaient trahie. La porte de sa chambre s'ouvrit, et un homme d'environ 25 ans entra. Il portait l'uniforme vert d'un aide-soignant et son badge indiquait « Jeff ». Voyant que la patiente avait repris conscience, il écarquilla les yeux de surprise. « Vous êtes réveillée. Je pensais que vous étiez déjà parti. » Myriam réussit un sourire fatigué et tenta même de plaisanter. « Les rumeurs concernant ma mort ont été grandement exagérées. » Jeff sourit, mais son visage s'assombrit soudainement. « Vous savez, votre mari a parlé lors de la consultation médicale et a dit que, comme vous étiez inconsciente depuis plusieurs jours après l'opération, il serait préférable de vous débrancher. Mais tout le monde n'était pas d'accord avec lui. Imaginez-vous, les avis étaient presque partagés, 50 à 50. Le vote décisif a été donné par un nouveau médecin, un spécialiste étranger. Il a dit qu'il fallait attendre. D'une certaine manière, vous avez eu de la chance. L'opération a été réalisée par le chef de service lui-même. On peut dire qu'il vous a ramené du bord du gouffre. Mon mari voulait me débrancher, murmura faiblement Myriam. Mais pourquoi? Samuel a dit que comme vous étiez dans le coma, il n'y avait plus de raison de vous maintenir en vie et de gaspiller de l'argent, répondit Jeff maladroitement, comme s'il avait honte pour son mari. Myriam sentit une vague de nausée monter dans sa gorge alors que la vérité brutale la frappait. Samuel voulait se débarrasser d'elle pour être avec sa maîtresse. Je me sens un peu mieux, murmura Myriam. Je peux entendre et comprendre tout. Jeff détourna les yeux, comme s'il ne pouvait pas supporter la dure réalité de la situation. Il sortit son téléphone et composa un numéro. « Docteur Thomas » dit-il au téléphone. La patiente, Myriam Dupont, s'est réveillée. Oui, elle est sortie du coma, et elle est pleinement consciente de son environnement. Non, pas besoin de l'équipe des soins intensifs. Oui, je suis sûr. Après avoir raccroché, Jeff s'approcha de son lit. Le docteur sera bientôt là. Il vous expliquera tout. Myriam hocha la tête, mais ses pensées étaient un tourbillon d'émotions, colère, douleur, incrédulité. Son mari, l'homme avec qui elle avait passé les 20 dernières années, voulait se débarrasser d'elle comme d'un jouet qui avait vieilli et perdu de son intérêt. Bientôt, le docteur Edwin Thomas entra dans la pièce. « Myriam, dit-il en s'adressant à elle, je suis heureux que vous soyez réveillée. Votre état est stable, mais il vous faudra du temps pour récupérer. Je vais être honnête avec vous, vous m'avez agréablement surprise. Honnêtement, peu de gens s'attendaient à un résultat positif. Heureusement, je n'en faisais pas partie. Jeff peut le confirmer. » Myriam esquissa un faible sourire et dit doucement, « Je vous suis très reconnaissante, mais j'ai une demande. Je comprends que cela puisse paraître absurde ou étrange, mais pourriez-vous garder ma guérison secrète pour l'instant, juste pour un petit moment, pour que mon mari ne le sache pas ?» Le chef de service fronça les sourcils, échangeant un regard discret avec Jeff, qui se tenait à l'écart. « Eh bien, je pense que je peux exaucer votre demande. Je ne peux pas promettre de garder le silence trop longtemps, mais je peux garantir quelques jours. Concentrez-vous sur votre rétablissement et reposez-vous davantage. Je vais confier votre soin à Jeff. C'est le meilleur aide-soignant du service. En fait, de toute la clinique. Il aurait pu devenir maître nageur, mais il a choisi cette voie. » Au mot du docteur, Jeff baissa les yeux, gêné, tandis que Myriam souriait au jeune homme grand et gentil. Il était beau, sans aucun doute. Ah, la jeunesse? Myriam avait été comme ça autrefois, mais le temps passe. Elle avait presque 49 ans maintenant. Pas si vieille, vraiment. On dit que la vie commence à 40 ans, et il y a une raison à cela. Edwin quitta la pièce. Jeff resta encore un moment, puis sortit discrètement, se déplaçant avec une grâce surprenante pour sa taille. Myriam sourit en le regardant sortir sur la pointe des pieds.
Samuel était comme ça aussi, autrefois, grand, aux épaules larges. Mais aujourd'hui, son ventre ressemblait à un globe. Pourtant, il avait acquis une certaine importance, gagné en confiance. Il avait l'air d'un homme qui aurait dû diriger une usine, au moins, et pourtant il restait dans l'ombre de Myriam. Car vraiment, on ne pouvait rien lui confier de sérieux. C'était l'un de ces cas où il y a beaucoup d'ambition, mais peu de résultats. Envoyez-le négocier un contrat commercial, et il le gâcherait sûrement, se saoulant et se disputant, anéantissant tout le travail acharné de Myriam. Mais elle ne lui en tenait pas rigueur. À chacun son rôle, comme on dit. Certaines personnes sont faites pour diriger une entreprise, d'autres non. Et puis il y avait William. Il semblait essayer, vouloir réussir, mais dès qu'il mettait un pied dans une boîte de nuit, il perdait la tête, dépensant son argent sans retenue, faisant la fête avec insouciance. Pourquoi se retenir? Ses parents étaient loin, personne pour le réprimander, et l'argent réglait tout, tant que maman couvrait ses dettes. Myriam comprenait tout cela trop bien et s'était souvent dit qu'elle devait arrêter de le gâter, le laisser commencer à gagner sa vie par lui-même, comme elle l'avait fait dans sa jeunesse. Elle n'avait jamais eu un moment de repos, devant traiter avec des voyous, des extorqueurs, dans des ruelles sombres. Elle ne voulait même plus y penser. William n'avait aucune idée de ce qu'était la vraie vie. La sienne, maintenant, était un paradis. Comment disait-on déjà ce proverbe célèbre? Les temps durs créent des hommes forts. C'était vrai à chaque mot. Allongée dans son lit d'hôpital, Myriam ferma les yeux, se laissant aller à ses souvenirs. C'était amusant, elle allait peut-être enfin avoir un peu de repos ici, pour la première fois depuis des lustres. Elle avait tout porté sur ses épaules, l'entreprise, la famille, la maison. Les souvenirs de son enfance, de sa jeunesse et de son amour refirent surface, aussi vifs que si tout cela s'était passé hier. Myriam se revit petite fille, courant le long d'un chemin forestier inondé de soleil. L'air était lourd de l'odeur des pins et de la terre humide. À ses côtés, son père, un grand homme robuste aux yeux gentils et à la barbe piquante de géologue, marchait. Derek Ellis, son père bien-aimé, un ouvrier forestier, un homme dont le nom emplissait encore son cœur de révérence. « Papa, quel oiseau est-ce » demanda la petite Myriam en pointant du doigt un oiseau coloré perché sur une branche. « C'est une mésange, ma chérie » répondit Derek avec un sourire. « C'est un oiseau très utile, il aide à protéger la forêt en régulant les insectes nuisibles. » Myriam adorait ses promenades. Son père lui racontait toujours des histoires fascinantes sur les créatures de la forêt, les arbres et l'importance de prendre soin de la nature. Sa voix était apaisante, comme une berceuse, et ses mains fortes et chaleureuses la faisaient se sentir en sécurité. Leur maison se trouvait à la lisière d'un petit village, entouré d'une forêt dense. C'était une petite maison en bois avec des cadres de fenêtres sculptés et un jardin de fleurs luxuriant près du porche. Elle débordait d'amour et de chaleur. Sa mère travaillait comme cuisinière à la cantine de l'usine, prenant le train chaque jour pour s'y rendre. Myriam l'aidait souvent dans la cuisine, observant comment sa mère transformait habilement de simples ingrédients en chef-d'œuvre culinaire. L'odeur du pain frais, de la soupe aux champignons et des pommes de terre frites, c'était l'odeur de son enfance, l'odeur de la maison, qui réchauffait encore son âme. « Myriam, peux-tu m'aider, s'il te plaît » lui demandait sa mère en posant un bol de farine devant elle. « Il faut pétrir la pâte pour les tourtes aux pommes de terre. » Et Myriam aidait volontiers, devenant de plus en plus habile en cuisine à chaque tentative. Mais l'enfance de Myriam fut assombrie par un événement tragique. Lorsqu'elle avait 7 ans, un incendie de forêt se déclencha, dévastateur par son ampleur. La flamme implacable dévorait les arbres comme s'il s'agissait de roseaux secs, plutôt que de pins et de chênes centenaires. Son père, en tant que forestier, se précipita pour aider à sauver les gens et les animaux de la réserve naturelle. Mais l'incendie était plus fort, et bientôt, la menace devint réelle que le feu atteigne le village. Comprenant que le temps était compté, Derek sauta dans un tracteur et commença à labourer et herser le sol autour du village pour empêcher l'incendie de se propager. Ce fut une mesure désespérée mais efficace, d'autant plus que les camions de pompiers avaient été envoyés ailleurs. Cependant, la mort attendait le jeune forestier derrière le volant du tracteur, juste après qu'il eut terminé le dernier sillon. « Papa! Papa !» La petite Myriam, fragile, s'accrochait à la jupe de sa mère, les larmes coulant sur ses joues sans apporter de soulagement. Sa mère, à peine capable de se contenir, serrait Myriam contre elle, essayant d'apaiser sa douleur. La perte du pilier de la famille laissa une profonde blessure dans leur cœur, une blessure qui ne guérirait jamais complètement. Après la mort tragique de son père, la vie de Myriam changea. Il y eut plus de silence, plus de solitude. Sa mère travaillait sans relâche, même le week-end, essayant de leur offrir une vie décente. Mais Myriam manquait terriblement à son père. Elle désirait ses mains chaleureuses, ses mots gentils. L'école devint un lieu où elle trouva de nouveaux amis et s'immergea dans le monde de l'apprentissage. Mais cette nouvelle vie apporta un défi qui troubla profondément Myriam, la rendant mal à l'aise et peu sûre d'elle-même. Après la mort de son père, elle commença à bégayer. « Quelle est la prochaine leçon » demandait-elle, essayant de former une phrase, mais les mots se mêlaient, trébuchant hors de sa bouche et provoquant les rires et les chuchotements de ses camarades. Elle se sentait si honteuse, si blessée, si embarrassée.
Elle commença à éviter les conversations, restant seule pendant les récréations, se sentant comme une étrangère, profondément isolée. Myriam, ne t'inquiète pas, lui disait son professeur de classe, Madame Dupuis, une femme gentille et sage. Tu es une fille intelligente et talentueuse. Ce n'est qu'un petit défi que tu surmonteras, j'en suis sûr. Madame Dupuis lui suggéra de voir un orthophoniste, et avec le soutien de sa mère, Myriam trouva la force d'essayer. Dans le cabinet de Madame Pitman, une femme agréable à la voix douce, Myriam se sentit beaucoup plus calme. L'orthophoniste lui apprit patiemment à bien respirer, à articuler les sons, à faire des exercices et à lire à voix haute. Ne te précipite pas, Myriam, lui disait Madame Pitman avec un sourire. Tu y arriveras. Le plus important est de croire en toi. Et Myriam tenta de croire en elle-même, travaillant dur, surmontant peu à peu sa peur du bégaiement. Lors de l'une des séances, elle rencontra Donald, un garçon qui bégayait aussi comme elle. Il avait son âge, mince, avec des cheveux noirs et des taches de rousseur éparpillées sur son nez et ses joues. Dédé Donald, se présenta-t-il, luttant pour prononcer son nom. Je suis Myriam, répondit-elle, pour la première fois sentant qu'elle n'était pas seule, qu'il y avait quelqu'un qui la comprenait, qui ressentait la même chose qu'elle. Donald et Myriam devinrent amis, travaillant ensemble avec l'orthophoniste, surmontant leurs difficultés côte à côte et célébrant leur petite victoire. Myriam, tu aimes lire, lui demanda un jour Donald en sortant du cabinet de Madame Pitman. Oui, beaucoup. J'adore les livres d'aventure, d'amour et de voyages lointains. Moi, j'aime la poésie, dit Donald. Je veux apprendre à écrire des poèmes moi-même. Tu y arriveras, j'en suis sûr, sourit Myriam. Entre eux, un sentiment commença à naître, quelque chose qu'ils ne pouvaient encore comprendre ni décrire. C'était quelque chose de lumineux, de chaleureux et de mystérieux, ce que l'on appelle le premier amour. Myriam, tu es tellement belle, lui dit un jour Donald en rougissant d'embarras. Merci, c'est tellement gentil de ta part. Et toi, tu es très gentil, répondit Myriam, son cœur battant plus fort. Bientôt, leur amitié se transforma en sentiment tendre. Ils se retrouvaient secrètement dans le parc, marchaient main dans la main, lisaient de la poésie l'un à l'autre et rêvaient de l'avenir. Myriam, qui s'était récemment sentie si seule, se sentait désormais comme la fille la plus heureuse du monde, grâce à Donald. Elle croyait en elle-même, en sa beauté, et en sa capacité à aimer et à être aimée. Malheureusement, le bonheur peut être fragile, comme la fine glace du printemps. Un soir d'été, alors qu'ils étaient assis sur un banc dans le parc, Donald lui annonça que sa famille déménageait dans une autre ville. Myriam, je ne sais pas ce qui va se passer après, commença Donald, la voix tremblante. On ne se reverra peut-être jamais. Ne dis pas ça, murmura Myriam, les larmes remplissant ses yeux. On s'écrira des lettres et on ne s'oubliera jamais. Oui, acquiesça Donald, on s'écrira des lettres, et on pourra aussi s'envoyer des colis, des livres et des cadeaux d'anniversaire. Leur séparation fut déchirante. Myriam resta avec un profond sentiment de manque et de vide. Après leur séparation, elle mit tout son cœur dans les lettres qu'elle écrivait à Donald, lui racontant tout sur sa vie, ses études, ses amis et le nouvel homme dans la vie de sa mère. Mais les réponses de Donald se firent de moins en moins fréquentes, et à chaque fois, elles contenaient de moins en moins de chaleur, moins de cet amour qu'ils avaient autrefois partagé. Le temps passa, Myriam grandit, termina l'école et entra à l'université. Elle essaya d'oublier Donald, mais son image restait présente dans ses pensées, et parfois son nom surgissait dans son esprit, lui rappelant son premier amour et la douleur que cela avait causé. Cela continua jusqu'à ce printemps inoubliable de 1995. Le soleil, perçant à travers les feuilles vertes et fraîches, baignait le campus universitaire de chaleur. Myriam, fine et élancée, avec une cascade de cheveux châtains, se dépêchait d'assister à un cours de mécanique des structures. Sa robe bleue éclatante mettait en valeur sa peau claire et ses yeux sombres et expressifs. Elle n'avait jamais été une beauté conventionnelle, mais il y avait quelque chose en elle, une allure, un mystère qui captivait ceux qui l'entouraient. C'est ce jour-là qu'elle le rencontra, Samuel Dupont. Il apparut comme sorti tout droit des pages de son roman préféré, grand, aux épaules larges, portant des jeans à la mode et une veste en cuir. Ses yeux avaient une profondeur irrésistible et portaient une tristesse indescriptible. « Excusez-moi, pourriez-vous m'indiquer où se trouve la salle 30217 » demanda-t-il, légèrement embarrassé. « Oui, bien sûr. Allez tout droit, puis tournez à gauche. C'est au bout du couloir, » répondit Myriam avec un sourire, presque involontairement. Sa voix sonnait un peu incertaine, mais en même temps simple et sincère, sans la moindre trace de bégaiement. Merci, répondit Sam avec un sourire éclatant, joyeux comme un rayon de soleil éclairant une journée nuageuse, qui réchauffa le cœur de Myriam. Merci, dit-il, et il s'éloigna dans la direction indiquée. Myriam, restée là, ressentit une étincelle de bonheur pour la première fois depuis longtemps. Elle ne comprenait pas vraiment ce qui l'avait tant attiré chez cet inconnu, mais son image ne quittait plus son esprit. À partir de ce jour, leur relation commença à grandir, posant les bases de la vie qu'ils allaient partager ensemble. Bien sûr, beaucoup de choses allaient suivre, des sorties en camping, des escapades, et chaque rendez-vous qu'ils avaient été comme une célébration, pleine de tendresse, de sincérité et d'émotions profondes.
Sam venait d'une famille relativement aisée. Son père gérait un entrepôt de légumes en gros en banlieue, mais malgré sa position, Kenneth était resté un homme simple et humble jusqu'à la fin de sa courte vie, sans jamais se vanter de son statut. Sam non plus ne mettait pas en avant la richesse de sa famille, surtout que dans les années 1990, une autre quête était en train de devenir populaire, le commerce et l'entrepreneuriat. De son côté, Myriam ouvrait son cœur à Samedi. Elle lui parlait de ses rêves et de ses espoirs. Elle rêvait d'une grande famille unie, d'une vie confortable où l'amour et la compréhension régneraient en maître. Sam écoutait toujours attentivement, et son cœur résonnait avec les paroles de sa future épouse. À cette époque, il avait encore l'impression d'avoir trouvé son destin, la femme qu'il aimait plus que tout. Mais leur bonheur allait bientôt être mis à rude épreuve. La mère de Sam, Béatrice, avait été contre ce mariage dès le début. Elle ne pensait pas que Myriam était suffisamment bien pour son fils. « Sam, tu es aveugle ? Cette fille n'en veut qu'à ton argent » siffla Béatrice lorsque Sam présenta Myriam pour la première fois. Ce soir-là, Sam fut profondément contrarié par le comportement de sa mère. Il aimait Myriam et n'était pas prêt à écouter les opinions négatives de quiconque. « Maman, s'il te plaît, ne parle pas de Myriam comme ça. C'est une bonne personne et nous nous aimons, » dit-il. Béatrice, se sentant offensée par la défiance de son fils, décida de prendre les choses en main. Elle commença à répandre des rumeurs sur Myriam, parlant mal d'elle et essayant d'influencer les autres membres de la famille contre la relation. Myriam sentait que la mère de Sam ne l'acceptait pas, et bien qu'elle essaya d'ignorer les remarques cruelles de Béatrice, le mépris constant la blessait profondément. « Sam, je n'en peux plus. C'est tellement difficile de supporter le mépris de ta mère. Elle se mêle constamment de notre relation, » dit Myriam, les larmes aux yeux. Sam la serra fort et lui promit de régler la situation. Il aimait Myriam et ne supportait pas de la voir souffrir. « Ne t'inquiète pas, je vais parler à ma mère. Elle comprendra que je suis plus sérieux avec toi que je ne l'ai jamais été. » Mais la conversation avec Béatrice ne changea rien. Elle resta fermement opposée à leur relation, continuant à saboter leur union. Malgré tous ses efforts pour les séparer, Myriam et Sam se marièrent. Le mariage fut modeste, mais rempli de chaleur et d'amour. Seuls des amis proches et la famille assistèrent à la cérémonie intime. Après cela, les jeunes mariés louèrent un petit appartement dans un des quartiers résidentiels de la ville. Ces premières années furent pleines d'amour et d'espoir malgré les défis. Le milieu des années 1990 était une période difficile pour le pays. Myriam, formée comme ingénieure en procédés, avait du mal à trouver un emploi dans son domaine. Les usines licenciaient des ouvriers par centaines, des équipes entières étant congédiées alors que les entreprises s'effondraient. « Myriam, je ne peux pas nous soutenir indéfiniment. Il faut que tu trouves un travail, » lui dit Sam un jour, frustré. Ces mots ne surprirent pas Myriam. Elle savait depuis longtemps qu'elle devait trouver un moyen de contribuer financièrement. Déterminée, elle décida de changer de carrière et s'inscrivit à un cours de coiffure offert par le centre d'emploi local. Après 3 mois de formation, elle était prête à commencer un nouveau chapitre. « Bonjour, je voudrais postuler pour un emploi ici, » dit-elle en entrant dans un petit salon de coiffure. « Très bien, ma chérie. Remplis ce formulaire. Si tout est en ordre, nous t'intégrerons à l'équipe, » répondit la propriétaire. Le salon n'était pas grand-chose, des meubles usés, des miroirs sales et une ambiance générale de négligence. Mais Myriam était reconnaissante pour toute opportunité. Les temps étaient durs, et avoir un emploi était déjà une victoire. Elle apprit rapidement à couper et coiffer les cheveux, et elle trouva du plaisir dans ce travail, surtout en rendant les gens plus beaux. « Myriam, tu es une coiffeuse tellement talentueuse. Tu crées des coiffures incroyables. Je pense qu'un jour, tu pourras même ouvrir ton propre salon, » lui dit un jour sa collègue, Barbara. Au début, Myriam prit ces mots pour une plaisanterie, mais elle réalisa bientôt que Barbara était sérieuse. « Myriam, je pense qu'on devrait acheter ce salon. Je t'aiderai. J'ai des économies, et on pourrait ouvrir notre propre salon ensemble. » Myriam la regarda, surprise. Était-ce réel? Elle y réfléchit longuement, puis accepta finalement, et commença à économiser de l'argent. Myriam travaillait sans relâche, prenant des clients supplémentaires chez elle, tout en rêvant du jour où elle pourrait enfin ouvrir sa propre entreprise. 1 an plus tard, elles réussirent à acheter le salon. La première chose qu'elles firent fut de rénover, nouveaux meubles, nouveaux équipements. La transformation fut incroyable, et le salon devint rapidement l'un des plus populaires de la ville. Mais cela ne s'arrêta pas là. Peu après, Myriam et Barbara ouvrirent un café au bord de l'eau, suivi de quelques garages de réparation automobile en centre-ville et du premier magasin d'informatique de la région. Myriam était heureuse, que pouvait-elle demander de plus? Un travail qu'elle aimait, un mari attentionné et un avenir plein de belles possibilités. Peu de temps après, Myriam tomba enceinte. Elle était folle de joie, et Sam partageait son bonheur. Ils rêvaient d'élever leur enfant ensemble, de lui lire des histoires avant de dormir et de faire de longues promenades en famille. Mais, comme souvent, le destin cruel avait une nouvelle épreuve en réserve pour eux. Myriam perdit son bébé au 8e mois. L'accouchement prématuré fut difficile, et le bébé naquit sans vie. Elle restait à l'hôpital, incapable de comprendre pourquoi une telle tragédie s'était abattue sur elle.
Myriam, je suis tellement désolé que tu aies dû passer par tout ça. Je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive, la rassura Sam en lui tenant la main. Mais le doute avait déjà envahi le cœur de Myriam, d'autant plus que Sam avait manqué sa sortie de l'hôpital la veille. Son explication avait été d'une simplicité choquante, il s'était saoulé avec des amis lors d'une sortie de pêche. « Où étais-tu » demanda Myriam, sa voix chargée d'indignation. « Je suis désolé, chérie, je ne voulais pas te blesser. On a juste un peu trop bu avec les gars. Tu ne réalises même pas ce que tu as fait. Je ne veux plus te voir. Laisse-moi tranquille, retourne chez ta mère. » L'indifférence de Sam face à la perte de leur enfant plongea Myriam dans une profonde dépression. Et bien sûr, Béatrice ne manqua pas l'occasion d'envenimer la situation. « Je t'avais prévenu que tu ne pourrais jamais porter un enfant. Tu es stérile. C'est de ta faute. Un vase vide reste vide. Tu n'aurais jamais dû entrer dans nos vies. » Myriam ne supportait plus cette douleur. Elle s'évanouit sous l'effet du stress, hantée par des cauchemars dans lesquels elle voyait son enfant mort et se blâmait pour tout. Dans ce moment sombre, elle décida d'en finir, de mettre un terme à cette souffrance insupportable. Sans un mot, elle s'habilla et marcha jusqu'au pont. La rivière en contrebas l'avait toujours fascinée, avec ses vagues lentes chuchotant des phrases étranges dans une langue que seule elle semblait comprendre. « De l'eau nous venons, et à l'eau nous retournerons », murmura Myriam en serrant la balustrade froide du pont. « Et, qu'est-ce que tu fais, ma fille » lança une voix rauque derrière elle. Myriam ouvrit les yeux, surprise. Devant elle se tenait Glenn Powell, le vieux concierge de la maternelle locale, qui la retenait par la main. « Laisse-moi, je ne veux plus vivre. Tu ne devrais pas faire ça. Tu as toute la vie devant toi. Quand mon fils est revenu dans un cercueil de zinc, j'ai repensé à beaucoup de choses. Je n'y croyais pas au début, mais ensuite, j'ai accepté. J'étais professeur dans un lycée professionnel, mais je suis devenu concierge, me rapprochant des enfants pour apaiser mon âme. Mon Paul me regarde depuis le ciel, je le sais. Il sourit parfois, et il me rend visite dans mes rêves. Il s'est plaint récemment qu'il avait froid là-haut, alors je suis allé à l'église, j'ai fait dire une messe et organisé un repas commémoratif. Tu vois, ma fille, il y a toujours une raison de vivre. » En entendant ces mots, Myriam éclata en sanglots, pleurant comme une enfant. Elle se sentait complètement brisée ce jour-là. Glenn l'aida à rentrer chez elle, où elle passa plusieurs jours alitée, incapable de se lever. « Myriam, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu dois te relever et continuer à vivre. Tu dois comprendre que tu n'es pas seule. Je t'aime, et je serai toujours là, » dit Sam, tentant de la réconforter, bien qu'il en fasse trop. Mais Myriam ne pouvait plus raviver les sentiments d'autrefois. Chaque jour, elle se souvenait de la perte de son enfant, et son cœur se remplissait de douleur. Elle réalisa qu'elle ne pouvait plus vivre comme avant. Il était temps de trouver un nouveau chemin et une nouvelle raison de vivre. De manière surprenante, Myriam commença à tenir un journal intime, secrètement bien sûr, surtout vis-à-vis de sa belle-mère, qui, avec le temps, était devenue de plus en plus malade après avoir enterré son mari. Au fil du temps, la douleur de la perte de son enfant s'atténua légèrement. Myriam apprit à vivre avec cette souffrance, elle devint une part de sa vie. De plus, elle découvrit qu'elle n'était pas seule dans sa tragédie. Il y avait d'autres femmes qui avaient également ressenti cette douleur. En affinant ses compétences en écriture, Myriam réalisa soudain qu'elle avait trouvé sa véritable vocation. Non, les affaires et l'argent n'étaient que des moyens. Sa vraie passion résidait dans la créativité. Au début, timide et incertaine, son écriture devint forte et profonde. Myriam se mit à écrire des nouvelles et des romans courts. Sa première histoire parlait d'une femme qui, comme elle, avait perdu un enfant. Dans cette histoire, Myriam exprima toute sa douleur et rouvrit ses blessures émotionnelles. « Myriam, c'est une histoire incroyable. Tu es une auteure talentueuse, et tu sais décrire des choses qui touchent profondément les gens. » Gagnant en confiance, Myriam continua à créer. Chacune de ses histoires se concentrait sur les femmes, leur vie, leur amour et leur douleur. Ses œuvres gagnèrent une immense popularité en ligne. Les critiques saluèrent Myriam Dupont comme une auteure talentueuse, et les lecteurs disaient que ses livres les aidaient à surmonter les épreuves de la vie. Ses histoires furent même traduites en plusieurs langues. Toutefois, cela n'affecta pas particulièrement Myriam, car son art ne lui rapportait pas beaucoup d'argent. Elle en avait simplement besoin comme exutoire, et elle le trouvait dans ses livres. Un jour, elle vit une annonce dans le journal. Un orphelinat local recherchait des sponsors pour rénover le bâtiment et améliorer les environs. Sam, et si on adoptait un enfant de l'orphelinat, proposa Myriam avec espoir, sachant qu'elle ne pourrait plus jamais tomber enceinte. Un silence tendu s'installa dans la pièce. Honnêtement, son mari ne voulait pas adopter un enfant, il craignait que ce soit trop difficile. Mais Myriam n'abandonna pas, bien qu'elle ne soit pas entièrement sûre de pouvoir aimer l'enfant d'un autre. Elle comprenait aussi que Sam avait besoin de soutien, et elle-même avait besoin de quelque chose pour l'aider à survivre. « D'accord, finit-il par dire. Mais choisissons ensemble. » Ils visitèrent plusieurs orphelinats, où Myriam observait les enfants avec douleur et compassion. Puis enfin, elle le vit, William, un garçon de 5 ans aux grands yeux noirs, qui regardait le monde avec une peur inexplicable. « Adoptons-le, c'est un petit garçon adorable, » dit Myriam. « Il a clairement besoin de nous. »
Sam accepta à contre-cœur, bien qu'il craignît que William ne s'adapte pas à leur famille. Myriam, honnêtement, j'ai des doutes, dit-il. Il semble si morose et il nous regarde étrangement. Eh bien, décide par toi-même. Essayons, s'il te plaît. Nous devons l'aider, supplia Myriam. Sam haussa les épaules en signe de résignation et commença à préparer les papiers nécessaires. William s'attacha rapidement à Myriam, et dès les premiers jours, il l'appela « maman ». Il ressentait sa chaleur et son amour. Sam, en revanche, restait froid et distant. Selon sa femme, il n'avait pas encore surmonté sa douleur et la perte de leur enfant. William grandit gâté et désobéissant, faisant tout ce qu'il voulait. Myriam essayait de l'éduquer, mais elle se heurtait constamment à ses caprices. « Maman, je veux un jouet !» criait-il en piétinant dans le rayon des jouets du magasin. « William, tu ne devrais pas te comporter comme ça », le réprimanda-t-elle. « On ne peut pas acheter tous les jouets qui attirent ton attention. »« Mais je veux celui-là » hurlait le garçon, les larmes coulant sur ses joues. Sam était complètement désemparé face à l'éducation de son fils, car il ne savait pas comment s'occuper des enfants. « Myriam, soupira-t-il tristement, peut-être qu'on devrait emmener William à l'orphelinat. »« Sam, qu'est-ce que tu dis ? N'y pense même pas, » répondit fermement Myriam. « On ne peut pas l'abandonner. Il n'est pas un jouet. S'il te plaît, mets ta fierté de côté et comprends que nous n'aurons pas d'autre fils. » Elle passa beaucoup de temps à convaincre son mari, lui expliquant que l'enfant avait besoin d'amour. « S'il te plaît, Sam, donnons à ce petit garçon une chance d'être heureux. » Sam finit par céder, mais il délégua toutes les responsabilités à Myriam, les affaires, l'éducation de leur fils et même les soins à sa mère malade. Ces dernières années, Béatrice était devenue particulièrement malade. Ses yeux, autrefois perçants et froids, étaient désormais ternes et sans vie. Malgré toutes les rancunes, Myriam s'occupa d'elle pendant environ 2 ans. Elle la nourrissait, cuisinait pour elle et lui lisait même des livres quand les douleurs devenaient insupportables. Au fond d'elle-même, Myriam savait que Béatrice avait besoin d'elle, même si elle ne l'admettrait jamais par fierté ou par égoïsme. Un soir, alors que Myriam était assise au chevet de sa belle-mère, Béatrice attrapa soudainement la main de sa belle-fille, la serrant si fort que Myriam en eut le souffle coupé. « Myriam, pardonne-moi. »« Pourquoi demandes-tu pardon » demanda Myriam, surprise. « Pour tout, ma chère ? Pour tout le mal que je t'ai fait. Tu vois, j'ai fait échanger ton bébé. En réalité, l'enfant était vivant. J'ai soudoyé la sage-femme, et elle t'a amené le bébé mort d'une alcoolique. » Les mots de sa belle-mère frappèrent Myriam comme un coup de tonnerre. Elle resta figée sur place, son esprit refusant d'accepter cette révélation. « Quoi ? Tu mens. Ce n'est pas possible. »« Non, Myriam, c'est la vérité. Je suis un monstre. J'ai tout fait pour que tu ne deviennes jamais mère. Je voulais que tu souffres et que tu quittes la vie de Sam pour toujours. Et maintenant, je prie Dieu pour qu'il te donne de nombreuses années de vie de famille. S'il te plaît, pardonne-moi. » Béatrice murmura, des larmes coulant sur son visage. Puis elle ferma les yeux pour ne plus jamais les rouvrir. Après la mort de Béatrice, Myriam fut laissée seule avec ce secret horrifiant. Elle ne savait pas quoi faire, mais elle était remplie d'espoir de retrouver son enfant. Sam, qui s'était tourné vers l'alcool après le décès de sa mère, ne croyait pas à son histoire, l'attribuant à des hallucinations causées par les puissants antidouleurs. Leur fils, William, qui était alors au lycée, pensait que sa grand-mère avait développé une démence avant sa mort et que ses paroles ne pouvaient pas être prises au sérieux. Malgré le scepticisme de son mari et de son fils, Myriam commença son enquête. Jour et nuit, elle recherchait des informations sur la sage-femme que sa belle-mère avait soudoyée. Elle suivait chaque piste qui pouvait l'aider à retrouver une trace. Ce fut difficile. Myriam rencontra de nombreux obstacles, des gens refusaient de l'aider, craignant des poursuites pénales possibles, mais elle ne renonça pas. Elle savait qu'elle devait retrouver son fils. Finalement, Myriam retrouva la sage-femme en question, Deborah Simmons. À cette époque, Deborah était partiellement paralysée et ne pouvait se déplacer dans la maison de retraite qu'en fauteuil roulant. Cependant, la sage-femme se souvenait de tout. « Oui, j'ai échangé le bébé, » dit Deborah. « Béatrice m'a payé beaucoup d'argent. Elle disait que son fils devait être le seul héritier. J'avais besoin de cette somme pour acheter une maison de campagne. J'ai acheté la maison, mais elle a brûlé 1 an plus tard. »« Mais où est mon enfant » demanda Myriam. « Il a été adopté » répondit faiblement la sage-femme. « Mais je ne sais pas qui l'a adopté. » Myriam était dévastée. À cet instant, elle avait l'impression qu'elle ne retrouverait jamais son enfant. « Allez, tout cela n'a aucun sens, » dit son mari. « 2 vieilles dames ont inventé cette histoire et tu les crois. Allons choisir une voiture pour William dans le catalogue pour l'université, exprima Sam, mais Myriam n'allait pas abandonner. 6 mois avant de recevoir son diagnostic de maladie grave, elle consulta un avocat, Jonathan Collins, qui travaillait également comme bénévole à la recherche de personnes disparues. Avec beaucoup de difficultés à contenir ses émotions, Myriam lui raconta tout ce qu'elle savait. « Je peux essayer de retrouver les dossiers dans les archives de l'orphelinat, mais cela va être difficile. Tant d'années se sont écoulées, » dit l'avocat. Myriam était prête à attendre éternellement, son cœur partagé entre l'espoir et la peur.
Mais et si elle ne retrouvait pas son fils? Et s'il ne voulait pas la voir? Quelques semaines après le début de l'enquête, Jonathan l'appela. « Je l'ai trouvé, dit-il. » Les mains de Myriam tremblèrent. Enfin, son fils bien-aimé? Sam serait tellement heureux. « Et où est-il » demanda Myriam, à bout de souffle. L'avocat fit une longue pause, manifestement en train de la préparer à quelque chose de désagréable. « Je suis désolé de te dire cela, Myriam, mais ton fils est mort dans un incendie à l'orphelinat. Une partie des dossiers a été détruite. Je t'enverrai l'emplacement de la tombe et un rapport photographique. Je suis vraiment désolé que cela se termine ainsi. »« Es-tu sûr que c'est mon fils » s'exclama Myriam. La sage-femme a dit qu'il avait été adopté. Jonathan hésita. « Eh bien, je ne suis pas Dieu, je ne peux pas tout savoir avec certitude. Mais tous les documents pointent vers cette conclusion. Et Déborah, comment dire? Elle était quelque peu confuse en raison de son âge avancé. La dernière fois que je l'ai vue, elle parlait à son chat et lui demandait conseil pour son testament. Tu imagines? Elle croyait que le chat l'aiderait pour les questions d'héritage. Eh bien, quand je l'ai vue, elle était encore assez cohérente, dit timidement Myriam. L'avocat soupira tristement. Si tu insistes, je peux continuer à chercher, complètement gratuitement. Ce n'est pas si difficile pour moi. Myriam acquiesça en silence. Puis, après avoir raccroché, elle couvrit son visage de ses mains. Sam entra discrètement dans la pièce et secoua la tête. Arrête de te torturer avec des histoires insensées que ta mère a inventées. Cela fait des années que tu ne trouves plus la paix. Pourquoi ne vas-tu pas faire à manger? J'ai faim. Je mange, mais je n'arrive jamais à être rassasié. Myriam resta silencieuse et, en essuyant ses larmes, se dirigea vers la cuisine. Encore une fois, elle se retrouvait à cuisiner. Et en plus de cela, il y avait les affaires, le ménage, la lessive, le repassage et les problèmes de William à l'université. Était-ce la vie dont elle avait rêvé en s'asseyant sur un banc de parc avec Donald? Oui, elle était devenue la servante de son mari et de son fils. Regardez Sam, il ne sait même pas comment faire son propre nœud de cravate et veut toujours diriger une entreprise. Il a appris quelques mots savants et les utilise à sa guise. À quoi bon en dire plus? Quant à son fils, il n'était pas mieux. Il s'était battu à la discothèque et avait déchiré le pull du surveillant de la résidence. Maintenant, il voulait un appartement en location avec toutes les commodités, au moins 3 pièces, un jacuzzi et une télévision à écran plat au mur. Pourquoi se soucier de la bourse? À son époque, Myriam économisait chaque sou durant ses années d'études, vivait de presque rien, et passait ses nuits plongée dans ses manuels. À quoi avait servi toute son éducation, si ce n'était pour ça? Elle fut tirée de ses pensées tristes par le bruit d'une porte qui s'ouvrait. Une aide-soignante se tenait dans l'encadrement de la porte. « Excusez-moi, ça va si j'ajuste votre matelas pour éviter les escarres? Il se désactive parfois après chaque cycle. Je suis désolé de m'inviter ainsi, mais c'est difficile pour les filles, bredouilla Jeff, gêné. » Myriam sourit. « Ce n'est rien, tout va bien. Elles peuvent me porter où elles veulent maintenant. » Le jeune homme rougit et se mit à sa tâche. Myriam observait ses mouvements précis et délibérés, perdu dans ses pensées. Bien sûr, Sam comptait sur elle pour quitter ce monde bientôt, afin qu'il puisse hériter, sinon il ne se permettrait jamais de telles extravagances, comme acheter des bijoux pour sa maîtresse. Il semble qu'il ait complètement perdu la peur, il n'a plus peur de rien. Eh bien, Sam, nous verrons qui aura le dernier mot. Toi et William ne recevrez pas mon argent. Vous êtes devenus trop malins pour votre propre bien. Il est temps d'appeler le notaire et de faire des changements à mon testament. Nous verrons bien comment vous réagirez après cela. J'ai assez souffert pendant 20 ans. Maintenant, qu'il se débrouille tout seul, pensa Myriam avec un sourire. William était effectivement devenu très audacieux ces derniers temps. Il ne quittait plus les discothèques, et il semblait qu'il avait l'intention de passer ses examens là-bas aussi. Et si je coupais son accès à l'argent? Et celui de Sam aussi, pendant que j'y suis? Qu'est-ce que je suis, une tirelire? Pensa Myriam en demandant à Jeff de lui apporter son smartphone de la table de chevet et de composer un numéro pour un appel vidéo. Le directeur de la banque, Bobby Marshall, fut rapidement mis au courant et incroyablement heureux d'entendre que Myriam était vivante et qu'elle ne prévoyait pas de quitter ce monde de sitôt. Après avoir écouté sa cliente VIP, le banquier bloqua immédiatement les comptes de William et de Samedi. Pendant tout ce temps, Jeff restait patiemment à côté, attendant que la patiente termine son appel. Lorsque Myriam eut enfin terminé de donner ses instructions au banquier et au notaire, Jeff poussa un soupir de soulagement. Après un moment de silence, l'aide-soignant remarqua prudemment, « Myriam, le médecin qui a voté contre votre déconnexion des machines va venir vous voir. Il est venu chez nous de l'étranger pour partager son expérience, mais il est né et a grandi dans notre pays. Vous verrez par vous-même bientôt. » Myriam regarda Jeff avec inquiétude. « Ne pourrions-nous pas faire ça un autre jour? Je ne suis pas exactement en beauté, et je me sens un peu mal à l'aise. J'aurais besoin d'un moment pour me ressaisir. » Jeff haussa les épaules et, sans dire un mot, quitta la pièce. Myriam prit une profonde inspiration. Eh bien, personne ne viendrait de toute façon. Pourquoi ce médecin étranger tenait-il tant à être ici? Chaque pays a sa propre médecine. Était-ce vraiment la nostalgie? Et eux de son pays natal?
À ce moment-là, le bruit de la porte qui s'ouvrait sortit Myriam de sa torpeur. Elle tourna la tête anxieusement vers l'entrée. La porte s'ouvrit silencieusement et un homme grand, dans la quarantaine, entra dans la pièce. Il avait des yeux gentils et légèrement tristes. Le médecin portait une blouse blanche impeccable qui mettait en valeur sa silhouette athlétique. Myriam se figea, frappée en plein cœur. Elle eut l'impression que son cœur allait bondir hors de sa poitrine. Elle était à bout de souffle. C'était Donald, son premier amour. Le prince de l'école, celui dont elle savait presque tout. Elle se souvenait de son sourire léger, légèrement moqueur, des fossettes sur ses joues quand il riait, et de la chaleur de ses mains lorsqu'il l'aidait à monter les escaliers raides de l'école. « Donald » murmura Myriam. Le visiteur sourit, et ce sourire était exactement celui dont elle se souvenait tant d'années auparavant. « Myriam, tu es réveillée. Comment te sens-tu » La voix de Donald semblait légèrement rauque, avec un accent à peine perceptible qu'elle n'avait jamais remarqué avant. Je ne comprends pas comment cela a pu arriver, balbutia-t-elle, incapable de détourner son regard du visage de Donald. Je suis devenu médecin, Myriam. Je suis venu de Suisse pour quelques mois pour aider l'hôpital local, dit Donald avec un sourire teinté d'amertume. La vie est pleine de surprises. Elle restait figée, incapable de prononcer le moindre mot. Donald, son Donald, qu'elle croyait perdu à jamais dans son passé, se tenait là, juste devant elle. Non seulement cela, mais il était devenu médecin, avait réussi sa vie et s'était installé à l'étranger. Je pensais que tu... Myriam hésita, ne sachant comment formuler sa question. La douleur de leurs années de séparation pesait lourd. Oui, Myriam, la vie n'a pas été facile pour moi non plus. J'ai perdu ma femme il y a quelques années dans un accident de voiture. J'ai 2 merveilleuses filles jumelles, Karen et Anne, elles ont 10 ans maintenant. Je suis devenu père tardivement. Ma femme a eu du mal à tomber enceinte, même avec les avancées de la médecine, cela reste parfois un problème, dit calmement Donald. Mais dans son regard, Myriam remarqua un désir, celui-là même qu'elle portait dans son cœur depuis toutes ces années. Myriam écoutait en silence, absorbant chaque mot et essayant de comprendre comment la vie de son amie s'était déroulée. « Je suis tellement heureux que tu sois en vie, » dit Donald, sa voix baissant, comme s'il craignait d'effrayer un papillon fragile avec son souffle. Dans les mots de Donald, Myriam sentit quelque chose de plus que de la simple joie amicale. Par la manière dont il la regardait, par ses intonations, elle comprit que Donald l'aimait encore, et ce depuis toutes ces années. À cet instant, Myriam se rappela leur première rencontre devant le cabinet de l'orthophoniste, la danse de l'école où il, grand et beau, l'avait invitée à danser avec désinvolture. Les yeux de ce jeune homme, pleins de lumière et de gentillesse, l'avaient fascinée. Elle en était tombée amoureuse inconditionnellement, profondément. Myriam passa plusieurs jours à l'hôpital. Donald restait constamment à ses côtés, la soignant comme si elle était le trésor le plus précieux. « Myriam, tu dois progressivement revenir à une vie normale, ne te surcharge pas. Et surtout, arrête de penser à ton mari. J'ai fait des recherches, Sam est convaincu que tu n'as plus beaucoup de temps devant toi, et il est parti avec sa copine au bord de la mer, dit Donald en ajustant son oreiller. J'aimerais être avec toi, murmura Myriam en le regardant avec amour. Et moi, je veux être avec toi, toujours, répondit Donald en prenant sa main dans la sienne. Myriam fut autorisée à quitter l'hôpital après 3 semaines. Durant ce temps, Sam avait appris beaucoup de choses à son sujet, notamment qu'il allait divorcer et qu'il faisait face à de graves problèmes financiers en raison du blocage de ses comptes. Jusqu'alors, il avait utilisé le peu de liquide qui lui restait, ne se rendant pas compte qu'il était en fait en faillite. William avait été expulsé de l'université pour mauvais résultats et se retrouvait maintenant face à un possible service militaire. Cependant, Myriam ne s'en souciait pas. Si elle et son mari n'avaient pas réussi à élever leur fils pour qu'il devienne un homme, peut-être que les instructeurs sévères de l'armée y arriveraient. Qui sait ? Malgré sa faiblesse persistante, une lueur d'espoir brillait dans son cœur pour son avenir avec Donald. Il lui avait proposé de vivre avec lui, enfin, pas exactement avec lui, mais dans la maison de ses parents décédés. « Mes filles, Karen et Anne, ont hâte de te rencontrer, » dit doucement Donald en lui prenant la main. Myriam accepta presque immédiatement. Elle voulait être proche de lui, de son amour. La maison s'avéra être assez confortable, remplie de l'odeur de « chez soi ». Karen et Anne étaient si douces et gentilles que Myriam les aima immédiatement de tout son cœur. « C'est génial que tu sois avec nous maintenant, tante Myriam, » dit Karen en la serrant dans ses bras. Des larmes scintillaient dans les yeux de Myriam. Au fond d'elle, elle n'avait jamais imaginé que sa vie pourrait changer si radicalement. Si ce n'était pas pour toutes ces épreuves, elle n'aurait jamais trouvé le bonheur. « Vous êtes des filles merveilleuses » s'exclama-t-elle en serrant les jumelles dans ses bras. Ils passaient leur soirée ensemble. Donald parlait de sa vie en Allemagne, de son travail, de ses rêves et de ses projets pour ouvrir une clinique privée, mais ici, dans son pays natal. Myriam partageait avec lui ses souvenirs, ses joies et ses peines. « Je suis tellement heureux que tu sois dans ma vie. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, avoua Donald. Et moi, je t'aime, très, très fort, répondit Myriam. Elle s'adapta rapidement à sa nouvelle vie, aidant Donald à la maison, s'occupant des enfants, devenant une véritable mère pour elle. La famille passait beaucoup de temps ensemble.
Il faisait des promenades dans les parcs, allait au théâtre et au cinéma, et lisait des livres. « Maman, raconte-nous une histoire » demandèrent Karen et Anne en se préparant pour la nuit. Myriam leur lisait des histoires avec plaisir. Elle aimait être avec elles, ressentir leur chaleur et leur amour. Le divorce d'avec Sam se passa presque sans douleur. Son mari tenta de négocier une division des biens, mais il ne finit qu'avec un simple chalet dans une association de jardiniers et une vieille voiture qu'il conduisait pendant les procédures de divorce. Betty le quitta immédiatement, d'autant plus que le collier que Sam lui avait offert s'avéra n'être que de la pacotille, des bijoux fantaisie bon marché, destinés à donner une fausse impression. Myriam n'abandonna pas William. Elle ouvrit un compte bancaire à son nom, mais avec une condition, il ne pourrait accéder à cet argent, qui était mis de côté pour plusieurs années, qu'après s'être marié, avoir un enfant ou avoir trouvé un emploi. Au début, son fils adoptif fut très offensé, mais il finit par l'accepter et par se faire réinscrire à l'université. Myriam pouvait seulement deviner combien cela avait dû lui coûter, puisqu'il ne voulait pas du tout étudier. Jeff appelait de temps en temps son ancienne patiente pour prendre de ses nouvelles, et un jour, il lui rendit même visite, apportant avec lui un chiot errant qu'il avait trouvé près d'une poubelle. Karen et Anne se précipitèrent immédiatement pour prendre soin du petit, le nourrissant et le baignant. Ce soir-là, ils passèrent un merveilleux moment ensemble, Donald, les filles, Myriam et Jeff. Contrairement aux autres, le jeune aide-soignant se sentait mal à l'aise, jetant des regards furtifs à l'hôtesse de la maison, comme s'il voulait lui dire quelque chose, mais qu'il n'avait pas le courage de le faire. Myriam tenta de l'engager dans la conversation à plusieurs reprises, mais il se comportait de manière maladroite, et, ne voulant pas insister, il tourna son attention vers le chiot, que les jumelles avaient déjà nommé Bonnie. Le lendemain matin, Myriam fut réveillée par un coup de téléphone. L'interlocuteur était son avocat, qui avait clairement des informations, sinon pourquoi l'appellerait-il 2 mois après leur dernière conversation infructueuse? Remplie d'espoir, Myriam se pencha vers le combiné. « Bonjour, Myriam, j'ai de très bonnes nouvelles pour toi. » Elle se figea, stupéfaite. « Qu'est-ce que c'est? » « Ton fils a été retrouvé, vivant, » dit immédiatement l'avocat. « Comment ça, vivant? Vous aviez dit que... » Myriam suffoquait de peur. « Il est vivant, et il est plus proche que tu ne le penses. Regarde par la fenêtre, tu le verras de tes propres yeux, » dit joyeusement Jonathan. Sur des jambes tremblantes, Myriam s'approcha de la fenêtre et tira brusquement les lourds rideaux. Son cœur battait à tout rompre, menaçant de sortir de sa poitrine. Juste devant la fenêtre, Jeff se tenait, souriant, tenant un énorme bouquet de roses. Il s'avéra qu'il avait appris la veille que Myriam était sa mère biologique, mais pour une raison quelconque, il n'avait pas réussi à lui dire la vérité. Toute la soirée, il avait tremblé d'excitation, comme une feuille d'aspic tremblante. Ce matin, il avait rassemblé son courage, et avec le soutien de Jonathan, il avait tenté à nouveau, cette fois avec succès. Des larmes scintillaient dans les yeux de Myriam tandis que son fils entrait dans le salon en courant et la serrait dans ses bras. Les oiseaux chantaient dans son cœur, et elle avait l'impression de s'envoler, comme une fée sortie d'un conte de fées. Après tout, on dit que la vie ne commence qu'à 40 ans, et qu'à 50 ans, on commence vraiment à comprendre le goût de la vie.